la Chine pour entamer cette édition à 1 mois et 10 jours de l'ouverture du 20e congrès qui doit voir le pouvoir de Xi Jinping consacré, voire magnifié. L'occasion de faire un petit état des lieux économiques de la situation chinoise avec Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Ravi de vous retrouver avec votre sujet de prédilection. Effectivement, c'est une conversation qu'on a avec vous régulièrement au sujet de la Chine et des questions chinoises. Un mot de l'activité économique chinoise en cette sortie d'été, Laetitia, avec une règle qui semble assez immuable depuis le début de la pandémie. La zéro Covid policy strictement appliquée telle qu'elle l'est aujourd'hui en Chine ne produit que de mauvais résultats économiques, à savoir zéro croissance. Effectivement, alors peut-être que zéro croissance, c'est beaucoup dit, c'est beaucoup, mais nous avons la plupart des données qui sont assez inquiétantes sur la dynamique d'activité actuellement en Chine. Nous avons eu toutes les données concernant le mois de juillet et là nous avions eu une production industrielle qui était autour de 3,8% en glissement annuel, des ventes de détail à 2,7%. 2,7%, ça semble toujours de la croissance, mais c'est du glissement annuel et on était sur des dynamiques plutôt de l'ordre de 8% de croissance en glissement annuel avant le Covid. Donc on voit un net ralentissement. Autre élément et qui me semble très très inquiétant, c'est qu'on a beaucoup dit c'est le zéro Covid, donc les gens ne peuvent pas aller dans les commerces. Mais quand on regarde, même les ventes en ligne sont en train de ralentir très nettement. On était sur une dynamique de l'ordre de 12-15% en glissement annuel au début du Covid. On est aujourd'hui sur un rythme de 3%. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se gripper complètement dans cette dynamique chinoise. Et les PMI publiés la semaine dernière nous confortent dans cette image-là. On a certes un peu plus d'activité qu'il y a quelque temps dans les services, parce que Shanghai a réouvert, parce qu'il y a eu quand même un petit allègement en termes de Covid. Mais quand on voit les dernières données sanitaires et les dernières annonces faites par les autorités concernant de nouveaux confinements ou de nouveaux renforcements des politiques de tests qui sont très très handicapantes pour toute activité en Chine, eh bien on peut s'inquiéter des prochains chiffres, notamment des statistiques concernant le mois de septembre, mais qui ne seront publiées qu'en mi-octobre a priori. Mais vous dites qu'il y a quelque chose qui va au-delà de la seule, du seul confinement sanitaire. L'exemple des ventes en ligne est très intéressant. Il y a l'idée d'une perte de confiance, d'une capitulation du moral du consommateur chinois aujourd'hui, Laetitia ? Et j'ai un peu ce sentiment. Je regarde les enquêtes de confiance. Alors bon, elles sont pas aussi solides que celles que nous connaissons dans nos grandes économies occidentales. Néanmoins, quand on regarde l'indice de confiance, sans regarder en niveau, mais en tendance, nous n'avons jamais été aussi bas sur la confiance des ménages en Chine. Je crois aussi que l'effondrement de l'activité dans le secteur de l'immobilier, rappelons-le, il est à l'arrêt. Nous sommes dans des chiffres qui sont très très inquiétants en termes de dynamique d'investissement de la construction, de l'activité immobilière, je dirais côté service. Tout est en chute de l'ordre entre 5 et 20%, selon les indicateurs que nous surveillons. Et ceci, je pense, pèse énormément sur la confiance des ménages. Rappelons-nous, l'essentiel de l'épargne hors compte courant d'un ménage chinois, c'est son investissement résidentiel, c'est son achat d'appartements et d'immobilier. Et donc l'effet richesse dont on parle très souvent pour l'économie américaine notamment, à mon avis, il joue un rôle essentiel dans la dynamique de confiance des ménages en Chine. Quand on regarde également, évidemment, l'évolution de la croissance de leurs revenus, cette croissance ralentit très nettement. Le dernier chiffre publié était celui du deuxième trimestre. On était à 3,6% de hausse en glissement annuel de ce revenu des ménages moyens pour les zones urbaines. Autant vous dire qu'il y a vraisemblablement des personnes, et notamment je pense aux migrants ruraux, qui ont des croissances de revenus bien plus faibles. Oui, c'est un chiffre moyen avec sans doute une dispersion importante. Le 20e congrès qui commencera le 16 octobre, Laetitia, comment est-ce que vous qualifiez les enjeux ? Il y a visiblement une question qui se pose à laquelle personne n'a la réponse
aujourd'hui, c'est de savoir si le pouvoir de Xi Jinping pour son troisième mandat, parce qu'il y aura bien sûr un troisième mandat, est-ce que ce pouvoir sera encore un peu plus renforcé, sans partage, ou est-ce que Xi Jinping ne montera pas tout seul sur l'estrade le 16 octobre prochain ? Et c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions puisqu'on entre dans une nouvelle ère qui est un peu une ère inconnue pour le système, le fonctionnement de l'État chinois tel que nous le connaissions depuis la mort de Mao Zedong. Donc là, aujourd'hui, la question se pose pour l'issue effectivement de ce comité, de ce congrès national du Parti communiste qui va commencer le 16 octobre prochain. Normalement, c'est le moment de l'élection du secrétaire général du parti. Est-ce que Xi Jinping va continuer de tenir ce poste-là, donc de secrétaire général du parti? Est-ce qu'il va choisir de se faire nommer président du parti? C'est un poste qui a disparu depuis le début des années 80. Et qui est le dernier grand président du parti, c'était Mao, qui tenait ce rôle-là. Est-ce qu'il va choisir de se mettre dans cet héritage-là et de prendre ce poste? À ce moment-là, il y aurait un secrétaire général du parti qui serait nommé et qui serait un peu le deuxième homme. Quel rôle, quel partage des tâches entre les deux et des responsabilités? Je ne crois pas que, me semble-t-il, encore une fois, on essaie de comprendre, mais de loin, ce qu'il se passe dans ce grand pays qu'est la Chine. Mais il me semble que tout le travail fait depuis 10 ans par Xi Jinping pour d'abord prendre la place, puis la garder, la consolider en éliminant beaucoup de ses détracteurs, de ses opposants à l'intérieur même du parti dans le cadre de sa politique anticorruption. C'est pas pour abandonner aujourd'hui la main sur le contrôle complet de l'État chinois. Non, mais bon, sujet de gouvernance quand même qui est de la Chine, qui est pas un petit sujet face alors à des enjeux, effectivement. Bon, il y a la question de Taïwan, mais il y a aussi la question démographique, Laetitia, et régulièrement vous soulevez ce point majeur, ce point noir majeur qui est l'affaiblissement de la dynamique démographique en Chine et qui, selon vous, guide énormément des décisions du pouvoir chinois ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est même plus un sujet de moyen long terme. Il y a une urgence démographique aujourd'hui en Chine, Laetitia. Tout à fait, tout à fait. On a vu la succession des mesures annoncées en matière de politique de la natalité avec l'autorisation du deuxième enfant, puis le troisième. Et quand on regarde, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'accélération des naissances. Au contraire, on est toujours sur un train de ralentissement. Quand on regarde cette population totale chinoise, elle n'a cru en 2021 que de 0,3%. C'est le plus faible taux de croissance annuelle. Et selon toute vraisemblance, le chiffre, alors s'il est correctement publié, je dirais, devrait être nul, voire négatif pour 2022. On est avec une proportion de plus de 65 ans à plus de 14% de la population totale. Ça accélère de façon très très rapide. Et je dirais que, alors, et vous allez me dire, c'est un peu le lot de tous les pays d'Asie. Mais quand on regarde l'exemple que l'on met souvent en lumière, au Japon, quand la population a commencé à décroître, la richesse par tête était bien plus élevée. On était de l'ordre de plus de 30 000 $ de PIB par habitant. On est en dessous de 20 000 actuellement en Chine. Donc la question n'est pas la même. Et puis le développement de la protection sociale, des systèmes d'accompagnement de retraite était bien plus avancé au Japon qu'il ne l'est aujourd'hui en Chine. Donc c'est vraiment une priorité. Et on sent la fébrilité, je dirais, des autorités en la matière. Merci beaucoup Laetitia pour cet éclairage régulier que vous nous proposez sur les enjeux chinois à un peu plus d'un mois donc de l'ouverture de ce 20e congrès qui commencera à partir du 16 octobre prochain à Pékin. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone pour entamer cette émission, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management.